On va reprendre les travaux pour cet après-midi, donc avec un petit peu de retard. Je sais que notre intervenant Mathieu, qui est en visio, est déjà prêt. Et donc, comme vous l'annonciez tout à l'heure, Alexandre, à la fin de son intervention, donc, on recommence par une table ronde autour du Web 3.0. Donc, comment le Web 3.0 va révolutionner le monde du sport professionnel. Donc, Cyril Arnay de la région Nouvelle-Aquitaine, la délégation numérique, va animer cette table ronde parce qu'il maîtrise beaucoup mieux le sujet que moi et en plus, il s'est passionné pour le sujet. Il vous racontera pendant la crise Covid. Alain Broustaille, qui est, du coup nous vient de Paris, qui est le cofondateur de Blockchain Aise. Je dis bien Easy. Ah, voilà. Et donc, du coup, Mathieu Yorka, qui est maître de conférence et spécialiste en économie du sport à l'Université de Dijon. Mathieu, vous nous entendez? Ah. Alors, du coup, Mathieu va suivre le débat, mais Cyril va commencer par, Oui, Mathieu, vous nous entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-nous pour le petit retard. On reprend les travaux avec 15 minutes de retard. Et donc, du coup, avec la table ronde à laquelle vous participez. Du coup, je laisse Cyril vous faire une petite introduction du Web 3.0. Et puis, le débat entre Alain et Mathieu commencera. Et je sais qu'ils ne sont pas forcément du même avis. Donc, ça devrait être passionnant. Oui, je vais prendre ce micro. Merci d'être là. Je vais commencer par une petite introduction sur qu'est-ce que le Web 3 pour qu'on puisse un petit peu tous être au même niveau sur de quoi va-t-on parler. On va faire donc le lien avec la présentation qu'a fait Alexandre ce matin sur le numérique dans l'événementiel et il terminait en particulier sur deux cas d'usage de la blockchain que sont les NFT et le métaverse. Donc c'est deux des sujets que nous allons essayer de traiter ensemble. Alors, comment le Web3 va révolutionner le monde du sport professionnel, en particulier le monde professionnel, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'argent en particulier, et ça concerne principalement le monde professionnel. Alors, pourquoi le Web3 peut-être? Parce que tout le monde ne sait pas pourquoi on dit Web3. Il y aura peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pour faire simple, vous l'avez connu ou pas selon votre âge, le Web 1, on va considérer que c'est 1990-2004, grosso modo. C'est le web que l'on peut consulter. C'est des informations qui sont donc sur des réseaux un petit peu partout sur la planète. Et depuis chez vous, depuis votre ordinateur, vous avez pu commencer à consulter des informations. Mais pour ceux qui sont nés donc avant les années 90-2000, ils se souviennent qu'on ne pouvait pas interagir à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, on avait la fâcheuse tendance à aspirer, télécharger le contenu de peur qu'il disparaisse un jour pour pouvoir le réutiliser. Ce qu'on a appelé le Web 2, donc à partir de 2004, grosso modo jusqu'à quasiment aujourd'hui ou l'année dernière, c'est le fait de pouvoir contribuer et écrire, lire, dire des choses sur Internet. Donc c'est le fait de pouvoir faire une vidéo sur YouTube, de poster son morceau de musique, de commenter une actualité ou de noter un hôtel ou un restaurant. Et puis, ce qu'on va appeler le Web 3, c'est tout ça, c'est tout ce qu'il y avait avant, plus le fait de contrôler, de maîtriser l'utilisation de nos données et en particulier de pouvoir en monétiser le contenu, pouvoir y mettre une valeur et transmettre cette valeur. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu théorique, mais tout ça, c'est amené grâce à la décentralisation de l'Internet en particulier, et on reviendra sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Alors, on va parler surtout, non pas de la techno, blockchain, non pas de comment fonctionne un NFT ou je ne sais quoi, mais quels sont les usages donc, issus de la blockchain, puisque c'est ça qu'on appelle le Web 3, en fait, c'est concrètement, il y a des choses qui arrivent maintenant grâce à ces technologies. Et les sujets qu'on va aborder, c'est les crypto-monnaies et en particulier les jetons. On ne va pas traiter de la finance décentralisée, qui est un des usages principaux, j'allais dire, aujourd'hui, et qui génère le plus de flux d'argent dans la blockchain en particulier. On va parler des NFT parce qu'ils sont très présents dans le monde du sport. On va parler des métaverses. Et il y a un dernier sujet qui est
aussi adressées par la blockchain, que sont les applications décentralisées ou DApps, qui nous concernent pour l'instant un petit peu moins, même si demain, je suis sûr qu'on utilisera tous un réseau social décentralisé, au contraire de Facebook ou TikTok, qui sont donc des acteurs qui sont nés du Web 2 et qui ont centralisé la valeur et les usages en particulier. Alors, crypto et token, juste pour se mettre tous ensemble sur le même niveau de culture, c'est quoi? En fait, dans les plateformes qui vont utiliser la technologie blockchain, on va pouvoir détenir une partie de la valeur de cette plateforme et de l'utilisation de cette plateforme au travers de crypto-actifs. Alors, on va peut-être dire plutôt crypto-actifs pour ne pas froisser Mathieu Yorka, avec qui j'ai un petit peu échangé juste avant, et qui nous expliquera en quoi on peut parler de monnaie ou de crypto-monnaie ou pas concernant ces éléments-là. Et en fait, la grande révolution, c'est que n'importe qui, et donc n'importe quelle structure, une entreprise, un club, va pouvoir créer sa propre monnaie et battre monnaie. Seule chose qu'aujourd'hui la Banque centrale européenne, pour ce qui nous concerne en Europe, sait faire, ou la Banque fédérale américaine pour les États-Unis. Ça a quand même quelques avantages, et ça va permettre de la proposer et à des investisseurs, c'est ce qu'on connaît dans la spéculation liée aux crypto-monnaies, mais aussi à des utilisateurs de la plateforme. Et ça, c'est un vrai intérêt, un vrai nouvel intérêt. Alors, la différence, c'est quoi? Je vais peut-être faire le parallèle avec, je vais prendre un exemple qui est le sujet Air France. Lorsque vous achetez des actions, et ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous un petit peu mieux, vous avez un droit de propriété, en fait. Un petit bout d'avion, un petit bout de réservoir, un hangar vous appartient quelque part. Lorsque vous avez une crypto-monnaie et un token en particulier, dans 99,9% des cas, parce qu'il y a quelques cas un peu plus complexes et peut-être qu'Alain pourra nous éclairer sur ce sujet, vous n'avez pas un droit de propriété mais un droit d'usage. Donc le parallèle qu'on pourrait faire chez Air France, c'est qu'en fait vous avez des miles et non pas des actions de Air France. C'est ça la grande différence. Et donc on a vu en particulier des clubs émettre leur propre monnaie ou du moins leurs propres jetons qui vont trouver une utilité au sein du club. On parlera un petit peu plus de ce sujet-là avec quelqu'un qui a mis les mains dans le cambouis parce qu'il a accompagné un certain nombre de projets. On va parler maintenant des NFT. Donc, un NFT pour donc non-fungible token, non fongible. La fongibilité, c'est quoi? Pour peut-être définir la non-fongibilité, c'est le fait que quand je vous donne un euro et que vous m'en donnez un autre, ils ont la même valeur. En fait, cet euro-là, c'est la même chose. Si je vous donne l'exemple de l'art, on peut considérer qu'un Matisse ou un Picasso ont la même valeur, le même prix, pardon, mais c'est pas la même chose. C'est différent. Donc c'est ça un petit peu un token non fongible, c'est quelque chose qui est unique de par lui-même, de par sa création lui-même. Et donc on peut définir qu'il y a un prix, d'accord, mais c'est pas la même chose qu'un autre jeton non fongible. Et les caractéristiques, en fait, c'est, si on prend le parallèle avec l'art, c'est comme si vous aviez et l'œuvre d'art et le certificat d'authenticité inclus dans l'œuvre d'art. Alors l'œuvre d'art est peut-être l'exemple d'utilisation des NFT le plus populaire et peut-être le moins utile, et j'espère ne blesser personne quand je dis ça. Il y a plein d'autres utilisations des NFT possibles, mais c'est celui qu'on connaît le mieux aujourd'hui ou qui, du moins, est le plus vulgarisé. Et donc, dans un NFT, on va pouvoir avoir un créateur qui est identifié, une œuvre qui est identifiée de façon unique. On va pouvoir avoir une traçabilité des différents propriétaires de cette œuvre, et puis ça va concerner un contenu digital. Ce contenu digital, on pourra voir ensuite qui peut être lié à un contenu physique dans la vraie vie, et c'est sûrement ça l'intérêt de tout ça. Et puis, un NFT, donc c'est l'écriture dans la blockchain, qui est une sorte donc de grand registre immutable qu'on ne va pas pouvoir fausser de l'existence de cet objet numérique. On va voir que dans le sport, en fait, des gens ont été très, très créatifs et ont pu appliquer cette technologie, ça n'est qu'un outil, une techno, à plein de sujets différents. Alors, on va en parler tout à l'heure dans le sport, mais ça s'applique à l'art et la culture, et je suis sûr que vous avez déjà des exemples en tête, mais dans des sujets un petit peu plus sérieux que sont la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement, on arrive aujourd'hui à détecter
le parcours d'un produit et donc à détecter s'il y a des faux qui ont été émis, si on a des faux médicaments. On va pouvoir savoir aussi, lorsqu'un colis est à un endroit, tout le trajet qui va suivre un colis ou une matière première. Et ça va intéresser pas mal d'acteurs. Autre sujet, on en a parlé un peu récemment avec les événements au Stade de France, sur les histoires des faux billets des supporters anglais ou pas. On va pouvoir donc NFTiser un certain nombre de billets, en particulier des billets non placés. Ça va être intéressant. Et donc, ça va s'appliquer au monde du sport, mais aux concerts ou aux billets de train. Et puis, il y a plein d'autres sujets qui vont être concernés, jusqu'aux sujets qui nous concernent, nous, administration ou collectivités territoriales, puisqu'on va pouvoir nous remplacer à très court terme en certifiant un certain nombre de documents que seuls nous-mêmes sommes à même de vous garantir pour l'instant. Donc, le Web3 risque de me faire disparaître comme un certain nombre d'autres acteurs. On va parler des métaverses. Alors, j'ai essayé de trouver une définition un petit peu simple et pas une définition scientifique. Donc le métaverse est un monde numérique qui est censé reproduire autant que possible les préoccupations de l'existence humaine, du loisir jusqu'au travail. Et aujourd'hui, les gens qui investissent les métaverses ou le métaverse, comme on voudra, sont des gens qui ont des sociétés très très sérieuses et donc qui vous vendent des choses qui sont très liées au travail ou au loisir. On va pouvoir le voir. Alors pour ceux qui ne voient pas bien encore ce qu'est le métaverse, j'ai prévu de vous montrer un tout petit extrait d'un film de Spielberg qui est sorti il y a déjà quelques années, qui s'appelle Ready Player One, et qui est une illustration d'un possible de ce que sera le métaverse dans les années à venir. Est-ce que la régie peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît? Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Halliday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Qui est ce Parzival? Et comment se fait-il qu'il soit en tête? Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Si la Aidez-nous à régie sauver m'entend. l'Oasis. C'est un trailer, donc c'est 2 minutes, mais on n'est pas obligé de regarder tout le film. Comme vous avez pu le voir, dans ce film, on comprend assez bien le lien qu'il va pouvoir y avoir peut-être dans le futur entre un monde numérique et un monde physique. Vous avez vu que l'acteur a une sorte de combinaison. Il a un masque, et ça existe aujourd'hui, hein, les masques de réalité virtuelle. Ça coûte un petit peu d'argent encore, mais il a aussi une combinaison qui lui fait ressentir les choses. Donc, on va sûrement se rapprocher de plus en plus de la capacité à simuler dans le numérique quelque chose de la vie réelle, même si ça, c'est un débat à part entière. Écoutez, je crois qu'on est arrivé... Hop, mince, j'avance trop. On va arriver au débat, en fait.
Oui, on voit. Peut-être qu'on remette les. Voilà, on voit Mathieu. Bonjour Mathieu, merci d'être ici avec nous. Bonjour. J'ai vu que vous aviez un petit peu échangé avec Alain au travers des mails pour faire connaissance. Marion vous a présenté, vous êtes chercheur et économiste, vous êtes beaucoup penché sur le sujet de la blockchain et des usages de la blockchain, en particulier dans le sport et des crypto-monnaies. Et j'avais une première question qui concerne le sport et les crypto-monnaies. On a vu beaucoup d'acteurs arriver dans le milieu du sport. Je pense à la Formule 1. Je ne sais pas si on voit mes slides, non, peu importe. On a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés dans la Formule 1, Velas, Phantom, FTX, sur les différentes écuries. On a vu les maillots de certains clubs à l'étranger, plutôt arborer des sponsors de type crypto.com, etc. On a vu des stades être renommés, au même titre qu'on a un stade qui a le nom d'une marque à Bordeaux. C'est beaucoup d'argent qui arrive dans le monde de la crypto. Est-ce que vous y voyez une opportunité, un risque? Et puis, j'ai presque envie de parler de régulation. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on voit pas mal de choses se passer, mais peut-être pas tant d'argent que ça arriver? Est-ce que vous avez un premier avis là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, les cryptoactifs dans le sport, ça arrive à partir du milieu de la décennie 2010 aux États-Unis, hein, qui est la terre des cryptos. C'est là où on a le plus de pratiquants et on va dire de fans. Et donc, c'est typiquement sur les sports nord-américains que les cryptos vont investir en premier, notamment tout ce qui est NBA, NFL, également la Formule 1 et le foot, hein, donc c'est-à-dire les sports les plus populaires auprès des jeunes, hein, qui est la catégorie d'âge qui est la plus réceptive auprès des cryptos. Donc on est véritablement sur un outil supplémentaire de marketing sportif qui rentre au même titre qu'on avait les réseaux sociaux, on va dire, on parlait de web 2.0 avec les réseaux sociaux dans le sport. Là, dans le web 3.0, on a ces cryptos qui investissent également dans ce secteur du sport. Et pour les clubs, hein, en retour, ou les franchises, hein, c'est intéressant, puisque d'une part, ça permet de capter de nouveaux fans qui sont jeunes, hein, donc il y a un renouvellement de la clientèle, surtout qu'on a une concurrence entre les sports, donc c'est important d'avoir cette clientèle jeune, et notamment partout dans le monde. En Asie, donc on n'a plus du tout de contraintes physiques, ou en Amérique du Nord ou en Europe. Et automatiquement, on va créer une fidélisation, un engagement auprès de ces fans et créer une nouvelle expérience et mettre en place toute une communauté numérique qui va se développer autour de la crypto et du club ou de l'événement sportif qui est sponsorisé. Et pour les organisations sportives ou pour les clubs, on va avoir des revenus supplémentaires, hein. Donc ça, c'est également important en cette période post-Covid, hein, où les finances des clubs, des institutions sportives ont été quand même bien fragilisées. Donc ça, c'est pour les opportunités. Du point de vue des risques, c'est quand même lié, comme on est sur un marché qui est pour moi encore assez jeune, hein, on va dire en adolescence. Là d'ailleurs, on a une crise, hein, sur le marché des cryptos qu'on peut considérer comme une crise d'ado. On a quand même un risque financier qui est important, un risque de réputation si les acteurs font défaut, hein, un petit peu comme on a eu d'ailleurs dans le cas de la Ligue 1 avec Mediapro qui a fait défaut. Ça a mis quand même en difficulté un grand nombre de clubs et également la réputation de la Ligue, hein. Donc on peut se retrouver avec ce type de risque financier, réputation, si la crise actuelle devient permanente. Sur l'aspect régulation, on est en plein dans les premiers balbutiements d'une régulation. On en a un petit peu en France avec la loi Pacte sur tout ce qui est prestataire de services sur actifs numériques, ce qu'on appelle les PSAN. Donc on a un enregistrement qui est fait auprès de l'AMF, mais c'est vraiment véritablement en ce moment que tout se joue, hein, donc aujourd'hui et demain. Donc la conférence tombe à plein dans le bon timing, hein, puisque du côté de la Commission européenne, le Parlement et le Conseil européen sont en train de débattre, hein, d'une régulation du secteur des cryptoactifs à travers deux législations. Donc l'une s'appelle TFR, hein, le Transfer of Funds Regulation, et l'autre qui s'appelle MiCA, Markets in Crypto Assets.
Donc on est en plein dans les premières réglementations un petit peu de ce secteur des cryptos. On était quand même dans le Far West, hein, jusqu'à présent, hein. Donc là, on a les autorités qui sont en train de réagir face à l'émergence, au développement de ce marché. Merci pour cette première intervention. Je vais me tourner vers Alain. Je me souviens d'un certain nombre d'acteurs du monde des paris sportifs qui avaient beaucoup participé au sponsoring du sport. Je crois qu'on a eu un sponsor maillot même à Bordeaux, hein, qui traitait de ce sujet-là. Mais qui a été régulé, et aujourd'hui on ne peut plus, lorsqu'on est un acteur des paris en ligne, faire n'importe quoi dans la pub. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pend au nez du secteur des crypto-monnaies selon vous? Partager. Bonjour à tous. Donc moi Alain Broustaille, je suis dans le conseil d'une société Blockchain Easy. On accompagne des fédérations, des clubs de sport et pas que. On travaille aussi avec des banques, on travaille avec des institutions publiques. Juste pour recaler, l'an dernier, c'est à peu près 4 milliards de dollars qui auraient été signés, pas forcément payés, dans le marketing sportif par des gens qui viennent de la crypto. Si vous regardez la NBA au basket, en 2020, eux-mêmes disent le secteur crypto, c'était le 43e source de revenus qu'on avait. Par exemple, le betting, les sites de paris en ligne, c'était dans le top 7. Cette année, l'an dernier, ils sont arrivés deuxième. Le betting était dans le top 10. Donc, c'est-à-dire que les crypto-actifs et les plateformes de bourse en ligne ou autres, qui, je rappelle aujourd'hui en France, il y a plus de particuliers qui possèdent des crypto-actifs que des actions. Donc là, dans la salle, il y a plus de gens qui ont déjà acheté du Bitcoin que des gens qui ont déjà acheté des actions. Il faut voir que le chiffre a été le nombre de personnes particulières qui possèdent des cryptos, c'est x6 en 2 ans, x20 en 5 ans. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une adoption qu'il faut vivre. Et forcément, il y a des marques qui font de l'argent et qui vont faire de la promotion. Sur ces N milliards, en France, je vous laisse deviner, je pense, mes estimations, c'est qu'on n'a même pas 5 millions qui sont arrivés en France. Rien. On va trouver des logos de boîtes de crypto sur des maillots de footballeurs en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre. On voit la FIFA qui a trouvé un sponsor, on voit l'UEFA qui trouve des sponsors, on voit toutes les ligues qui trouvent des sponsors. En France, rien. On a le PSG qui a essayé, Monaco, mais qui trouve une petite faille réglementaire, parce qu'il y a une réglementation. En France, on a une réglementation qui est quand même relativement contraignante. Alors, elle nous encadre. En France, on a le droit d'acheter des cryptos, on a le droit d'en revendre, on a le droit de le faire à titre personnel pour une entreprise. On peut payer des choses, on peut faire des factures en crypto, donc ça, c'est bien. Par contre, on n'a pas le droit de faire de la communication au grand public ou pas n'importe comment. Et notamment, le démarchage grand public depuis une plateforme de crypto est encadré par la loi. Il y a très, très peu d'acteurs en France aujourd'hui autorisés à le faire. Et ça freine les investissements. Moi, j'ai vécu de près des grands clubs qui étaient prêts à signer, qui avaient des projets très intéressants, très innovants. Simplement, ils avaient peur de l'AMF et du coup de bâton potentiel derrière. Et donc, cette réglementation est déjà là. Elle est déjà là. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas arrivé. Elle est déjà là et elle freine l'innovation. C'est à mes yeux parce que ces 4 milliards sont allés partout où on veut, mais pas en France. Mathieu, vous avez envie de réagir sur ces propos? Vous êtes plutôt d'accord sur le fait que la régulation a plutôt freiné l'arrivée de capitaux? Vous le voyez sur le marketing, hein. Oui, sur le parti marketing. Vous voyez plutôt comme quelque chose de bien, ne serait-ce que pour protéger les consommateurs? Alors, si on regarde un petit peu le marché de sponsoring sportif, là, finalement, la France est tout petit. Et puis, si on regarde la propriété des clubs de foot, aujourd'hui, on a de plus en plus d'Américains. Lyon, Marseille, Nancy, Red Star. Donc, ils vont accélérer cette digitalisation. Il y a peut-être aussi un manque de digitalisation Web3. La France est en retard, certainement, dans le sponsoring sportif en termes de crypto. Moi, je le verrais plutôt de cette manière. Donc, l'arrivée d'Américains qui est plutôt de court terme, va accélérer cette digitalisation, cette numérisation dans les clubs en présence. Parce que finalement, on a quasiment que le PSG qui est le plus avancé en termes de cryptoisation, on peut le dire comme ça. Tous les autres clubs sont en retard, sachant que la France a quand même du retard en termes de sponsoring sportif. Je parle pour le foot, sans parler des autres sports où on a beaucoup plus de mal, même déjà à avoir des droits télé, si je parle au basket ou à d'autres sports mineurs. Donc j'ai plutôt un retard culturel. Merci, vous me faites une transition toute trouvée sur le point d'après que je voulais aborder, qui était les fan tokens. Donc c'est les clubs de foot pro en particulier qui ont choisi de créer un jeton qu'ils ont pu mettre en vente
en particulier auprès des fans, mais aussi auprès d'investisseurs qui souhaitent essayer de gagner de l'argent en spéculant. On arrive assez bien à imaginer quel est l'intérêt pour les clubs. C'est de récupérer des fonds en plus pour pouvoir financer leurs activités. Mais quel est l'intérêt? Alors, je vais peut-être poser la question d'abord à Alain, qui a, me semble-t-il, des expériences dans ce domaine. Quel est l'intérêt pour les acheteurs d'investir ou d'acheter tout simplement ces tokens? Alors déjà, c'est pas que pour les pros. Le principe du fan token, c'est que tout particulier ou entreprise, on peut détenir un titre, un token, un jeton, et puis dire c'est le club qui l'a émis. Alors techniquement parlant, c'est jamais le club qui l'émet. C'est le prestataire du club qui lui a donné de l'argent pour avoir le droit d'utiliser sa marque commerciale. Donc les clubs ne savent pas faire ça. Donc ils vont vendre leur IP. Il y a un prestataire qui va sortir un token et qui va dire, vous particuliers, c'est principalement pour le particulier, achetez-le, donnez-moi de l'argent ou donnez de l'argent que je redonne au club, puisqu'il bénéficie du marketing du club. Comme le club n'a plus le droit de faire ça en France, c'est pour ça qu'on n'a plus depuis 2 ans, depuis la pacte de fan token en France. C'est interdit pour un club de promouvoir ça. En tout cas, c'est très réglementé. Et pour qu'il y ait un intérêt, ou pour le particulier, on va dire ce token te donne des avantages. Tu vas voter pour ceci, tu vas pouvoir venir pour cela. Donc forcément, on imagine que si on me dit, Alain, toi, pour ton club de foot préféré, grâce au token, si tu en as 10, tu auras 10 droits de vote pour choisir qui tu mets sur le terrain. Et à chaque token que tu as, tu auras le droit à un t-shirt signé à la fin d'année. Et si tu en achètes 100, tu pourras venir samedi prochain à l'entraînement, être sur le terrain. Moi, je signe tout de suite. Je mets tout mon argent de poche dedans parce que j'adore. Si on me dit, tu auras peut-être de temps en temps des événements super, on verra plus tard. Tu pourras voter pour savoir quelle sera la musique qu'on entendra à la mi-temps. Tu pourras éventuellement décider de qui va répondre aux tweets sur Twitter. Des sujets qui... La valeur du token est beaucoup moins intéressante. Et la promesse des fan tokens, elle est géniale. Pour sport amateur, donc le fan engagement, sport professionnel, effectivement, mais jusqu'à présent, ça a été très déceptif. Alors, il faut juste dire que les gens qui ont acheté des fan tokens, ce n'est pas des fans de sport aujourd'hui. C'est des crypto-investisseurs qui ont fait de la diversification. Quand on regarde les masses d'argent dans le monde du fan token, ça suit de très près le cours du Bitcoin. En gros, plus le Bitcoin monte, plus les gens ont de l'argent et revendent contre d'autres cryptos, et l'inverse, donc il y a un effet levier. Le cours du Bitcoin est lié au Nasdaq, le Nasdaq est lié au taux de la Fed. Donc finalement, on se retrouve avec un actif numérique d'un club de sport dont la valeur ne dépend pas ni du résultat sportif, ni de la qualité du club, mais des taux d'intérêt de la Fed. Donc on se demande un petit peu indirectement à quoi ça peut servir. Ceci étant dit, les fan tokens pour l'instant c'est déceptif, mais il y a une nouvelle génération qui arrive, on s'en rend compte aujourd'hui. L'argent magique tombe plus du ciel. Donc les clubs travaillent sur des projets beaucoup plus concrets en disant c'est un pourcentage du club, donc de l'actionnariat populaire. C'est un vrai pouvoir de décision. C'est une vraie chance de venir rencontrer les gens. C'est des vrais t-shirts signés. Donc il y a des nouveaux projets de fan token qui vont sortir, et là, mais qui doivent être intégrés à des programmes de fidélité et non pas gérés comme ça, un peu comme une verrue ou un bonus. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a aucun club qui a fait des fan tokens qui a affiché sur son site web, dans aucun pays. C'est une manière de faire de l'argent. Moi, on appelle ça de l'argent magique. Tiens, de l'argent magique, il y a un gars qui arrive, il me signe un contrat, il me donne de l'argent pour que je lui donne mon IP, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Ça suffit plus. Aujourd'hui, il faut faire plus. Alors, vous avez l'air de dire que c'est surtout des investisseurs qui ont acheté des fan tokens et pas les gens qui vont au stade. Il y a le modèle espagnol qui est très avec les socios. Alors, c'est le nom en plus de l'entreprise qui édite socios.com, qui édite ces solutions-là. Vous avez une idée du pourcentage de gens qui ont un abonnement typiquement au stade, et c'est beaucoup le cas en Angleterre, c'est beaucoup le cas en Espagne, qui ont investi dans les tokens? Est-ce que tous les gens l'ont fait ou est-ce que non Non, mais c'est presque rien. C'est presque rien. Il y a très peu de fans d'un club qui ont acheté des tokens du club. En tout cas, ils vont être un peu plus nombreux peut-être que les autres, mais 95% des fans des tokens PSG tokens ont été achetés par des gens à Singapour, à Hong Kong ou ailleurs qui ne sont pas plus fans du PSG que toi, parce que moi je le suis. mais je dirais que c'était une manière de spécifier, c'était de la diversification. Plus ça va, moins c'est vrai. Donc, on va parler des projets NFT. À Nantes, il y a eu un projet NFT avec le club de football de Nantes. Alors l'équipe qui est derrière, je ne suis pas allé vérifier, a dit que 50% des gens qui ont acheté étaient de la communauté. Mais il faut voir qu'en France, tu n'as pas le droit de faire ta promotion de ton token quand tu as un club. Donc c'est dur d'aller chercher sa communauté locale si tu n'as pas le droit de faire ta promotion. Ou alors tu es encadré par des règles qui sont plutôt costauds et qui coûtent cher à faire respecter. C'est pour ça que tu as peu de projets. Alors, je vais peut-être me retourner vers Mathieu, justement, sur cette question de la réglementation.
l'état de l'art aujourd'hui en France, Alain nous en donnait un petit aperçu. C'est quoi exactement? C'est-à-dire que si je suis le club de Boulazac, hein, il est pas loin, si je suis le club amateur de la banlieue d'Angoulême, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Comment je peux engager mes fans, ma communauté, et en particulier ceux qui sont sur le territoire? Nous, en tant que région, ça peut nous intéresser si effectivement c'est les gens du territoire qui sont concernés. Alors effectivement, donc les fan tokens sont interdits en France depuis 2019, comme l'a dit Alain. J'ai pas dit interdit, j'ai dit que la communication était restreinte. Le droit d'aller prospecter du grand public, voilà. D'accord, mais généralement, c'est des sites de Paris qui sont localisés à Malte, hein, notamment Winamax avec le Chili's. Donc, du coup, c'est vrai que la communication joue un rôle important auprès de toutes les parties prenantes. Et c'est comme ça, finalement, lorsque on a un projet qui doit être de long terme et pas de court terme, et qui doit impliquer les fans, les communautés. Donc, il y a toute une question de crédibilité du projet, d'engagement à mettre en place. En particulier, par exemple, auprès de formes de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, auxquelles les clubs sont déjà engagés et sur lesquels les fan tokens peuvent représenter une étape supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas pensé dans les stratégies de RSE, mais on pourrait utiliser ce support des tokens en tant qu'outil supplémentaire de RSE et donc permettre un engagement supplémentaire de la part des fans traditionnels qui a priori sont plutôt réticents au lieu d'avoir des investisseurs, parce qu'effectivement je rejoins l'avis qu'a partagé, qu'a énoncé Alain. Les fan tokens c'est quand même une grosse déception. Les avantages c'est pas terrible, choisir la couleur du brassard ou du bus, sachant qu'il y a peut-être 1 million de détenteurs de tokens, donc notre voix est minime. Et puis les cours ont fortement chuté. Le PSG token a atteint $50 au maximum lorsqu'ils sont arrivés en demi-finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, on est à $6. Donc effectivement, c'est lié à la chute des marchés crypto, mais c'est également lié au résultat du PSG. C'était remonté à 10 quand Mbappé a re-signé, et puis là, ça a redescendu. Donc finalement, on rejoint un petit peu, on est quasiment sur du pari sportif. On regarde des codes de match et on regarde un fan token. Si on exclut la tendance des marchés, on a quand même un lien qui se sépare finalement de cette fidélité. Moi, je fais un parallèle également avec les actions des clubs de foot. En fait, ça marche pas, les actions dans les clubs de foot. On en a plus qu'une vingtaine en Europe, donc 4 en Turquie. En France, il y a que Lyon. Et en fait, ça n'a pas du tout attiré les fans. Les investisseurs n'ont pas investi suffisamment de liquidités, puisqu'en fait, il y a peu de variations, peu de possibilités de faire des gains. Et que c'était la Juventus lorsqu'elle a fait signer Ronaldo et que les ventes de maillots ont grimpé, on est souvent déçu des actions. Donc finalement, les fan tokens reprennent un petit peu ce principe des actions, même si on n'a pas du tout le même contenu. Donc pour les clubs, on a tout intérêt à mettre en place une stratégie de long terme, un véritable projet derrière ces fan tokens, et pas quelque chose qui se rajoute pour faire des recettes supplémentaires. D'accord, c'est à réinventer, j'ai l'impression. On va passer alors à ce moment-là au deuxième point et au deuxième usage. Vous l'avez, tu l'as un petit peu nommé à l'instant, c'est les NFT. Les NFT dans le sport, on l'a vu arriver. La première fois que j'en ai entendu parler, je crois que c'est lorsque une capsule vidéo d'un dunk a été vendue sous forme de NFT. On en voit un là dans la capture écran. Non, c'est pas très grave. Et ça m'avait assez surpris en me disant... une capsule vidéo, pourquoi j'en aurais la propriété? Il y a d'autres usages plus intéressants sûrement. Est-ce que tu en as plusieurs en tête qui te viennent? Oui, alors le NFT, il faut voir, c'est imaginez un fichier Excel, c'est la blockchain, qui est stocké des centaines, des milliers de fois. Donc c'est-à-dire que même si un des serveurs est détruit, elle est redondante, donc ça fonctionne 24/7. Et notre fichier est marqué « Moi, Alain Broustaille » ou « Moi, club de sport, fédération, société industrielle, fournisseur d'équipement ». Je vais créer 10 NFT. Il y aura le numéro 1, le 2, le 3, le 4. Parce que les gens, conceptuellement, quand ils vont se connecter avec leur wallet à la blockchain, si je leur dis « tu as le NFT numéro 1 », ça ne leur va pas. On va mettre une image associée. Donc on va mettre une image, on va mettre des droits. On peut se contenter de dire « c'est juste une image », comme les cartes Panini. On n'a rien inventé. Nous, petits, moi,
Puis ma fille, elle a 8 ans, elle en a, mais on se demande bien qui les achète et qui les colle. C'est moi. Mais les cartes Panini, j'aime bien. On faisait la collection et, et on se rappelle tous à la récré quand il nous manquait. Moi, il me manquait. J'ai jamais eu le Platini 86. Dans la récré, il n'y avait pas. Tout le monde voulait le garder. Je l'ai jamais eu. À l'époque, il n'y avait pas Internet et j'allais pas non plus demander à mes parents à acheter des centaines de paquets. Avec Internet, on peut dire est-ce que quelqu'un l'a sur le bon coin. Avec la NFT, on peut dire ma carte, elle est digitale. Je peux te la transférer. Mais comment je sais que c'est un vrai? Comment je sais que c'est la bonne, que tu n'étais pas en train de me faire arnaquer? Bah, regarde dans la blockchain, tu vois bien, j'ai la numéro 7, celle qu'il te faut. Ah bah, dans ce cas, je te fais faire un paiement instantané, des smart contracts, ça s'appelle. Je suis sûr de ce que je vais avoir. Et donc, comprend les collections digitales. Alors, les vieux qu'on est, nous, on a du mal à comprendre. Mais nos enfants, qui ont tous des smartphones, des machins, ils comprennent bien. Et c'est pas la blockchain qui a inventé la collection de cartes Panini, de cartes Magic, de cartes Pokémon. Par contre, la blockchain va faciliter l'échange. Le ticket, on a tous eu des tickets papier pour aller au stade. Après, on est passé au ticket PDF qu'on peut s'échanger sur le bon coin, s'envoyer par email avec les faux, comme on l'a vu l'autre jour. Le NFT permet de dire, le NFT numéro 17, c'est la place, ça peut être nominatif, 15A pour l'événement de telle date. Je l'achète et dans les règles, je vais dire, fais-en ce que tu veux maintenant que tu l'as vendu, mais il y a 5% de la revente qui revient dans le club. L'organisateur de l'événement touche des billes sur le second marché, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et à l'entrée, on peut vérifier que c'est bien l'original, on peut avoir toute la traçabilité, pourquoi pas demander une pièce d'identité en plus. On peut dire, on va faire du merchandising. J'ai un maillot signé d'un joueur. C'est celui qui l'a porté lors du match de telle date, donc il n'avait qu'un seul maillot. On va dire que qui a le NFT, le 31-12, dans sa main, dans son wallet virtuel, aura le droit au maillot. Voilà, je le mets en vente maintenant le 1er septembre, c'est 100 € aux enchères. Il y a quelqu'un qui va l'acheter 5000 à la fin, et peut-être que lui, il veut le maillot, il va attendre le 31-12, et peut-être que tout ce qu'il veut, c'est continuer de spéculer. Mais on va rajouter un marché, un second marché qui n'existait pas avant. C'est intéressant ce que tu dis sur le second marché. Je me souviens être allé à l'époque quand j'étais étudiant en Angleterre. J'ai fait mes études à Newcastle. Je voulais absolument voir Ginola et Kevin Keegan qui étaient l'entraîneur. Sauf que tous les billets étaient achetés par les locaux. Et c'était impossible d'acheter ces billets à part à payer 4 ou 5 fois le prix. Tu veux dire qu'avec un NFT, on pourrait déterminer si le club touche à chaque fois qu'il est revendu, qu'il y aurait un prix maximum auquel il pourrait être revendu et limiter justement cet effet marché noir? Tu peux imaginer, c'est pas la direction que ça prend. Le marché est plutôt en train de dire il y a des prix et on va mettre des pourcentages qui vont être redistribués. Après, il y a plein de problématiques parce que c'est aussi un marché régulé, donc on ne fait pas ce qu'on veut et plus on est en France, plus c'est compliqué. Et on voit plein de trucs. Par exemple, on a vu Ready Player One, les joueurs devaient trouver un œuf, c'est ça, hein? Ouais. Cet œuf pourrait être un NFT. Bon, donc il n'y a pas un œuf. Imaginez un jeu vidéo. On a tous 78% des Français jouent à des jeux vidéo. Candy Crush, c'est 1,2 milliard d'euros l'an dernier, donc c'est pas la blockchain. Dans Candy Crush, on joue, on gagne des sucettes et des tétines. On les a, on peut pas les donner. Dans Ready Player One, tous les week-ends, on va dire quelqu'un gagne l'œuf. S'il l'a gagné 2 fois, qu'est-ce qu'il fait du second? Imaginez, il peut le donner à sa fille, comme moi dans Candy Crush, je donne à ma fille des sucettes. Ma fille, elle joue pas. Elle est trop petite, elle n'a pas le droit. Eh ben, si je pouvais les vendre, mes sucettes, ce serait cool. La blockchain et les NFT vont rajouter en fait une manière pour le joueur de monétiser quelque chose d'échangé. On va dire oui, mais quel intérêt de Candy Crush? Candy Crush, aucun. Par contre, demain, on va avoir des nouveaux éditeurs, ils arrivent à l'appel, qui vont dire moi, mon chiffre d'affaires, il n'est pas dans la vente de l'objet numérique, mais dans le pourcentage que je veux prendre sur le second marché. Et donc de là à dire qu'un club de foot commence à vendre des accès, des abonnements, du merchandising, des cartes vidéo, des personnages pour jouer dans FIFA sous forme de NFT et dire ils vont être rares, limités, il n'y en a que 10 qui font ça, comme les cartes Sorare. Il n'y a que 10 cartes Mbappé qui ont ce protocole, ce profil-là. Comme tu la veux pour être le plus fort dans le jeu, ça va être un peu plus cher. Et si le jeu cartonne, tout le monde va vouloir l'avoir. Donc les NFT permettent de vérifier que tout ça est fait de manière correcte. Et donc, là, les NFT, on n'a rien inventé. Le marché de l'art digital existait déjà. Il y avait déjà des gens qui vendaient des photos super chères numériques. Le NFT permet de vérifier que c'est bien la photo, et de mettre un prix, d'avoir une histoire, et puis de traiter comptablement aussi tout ça de manière beaucoup plus efficace que si je fais ça avec le Bon Coin et par email. Alors j'ai envie de poser la question à Mathieu sur NFT et sport amateur, et en particulier sur la billettique peut-être. On parle beaucoup de NFT avec la billettique. Est-ce que c'est quelque chose que le sport amateur peut mettre en place et quels en seraient les avantages pour lui? Alors, sur l'avantage, c'est évidemment d'éviter d'avoir du faux. Encore, ce sport amateur, on est quand même sur des fréquentations qui sont beaucoup plus faibles, hein. En revanche, sur le NFT, ça permettrait finalement de développer des goodies spécifiques à destination de fans et donc d'élargir
sa base fan, hein, notamment auprès des plus jeunes. Donc ça, c'est un atout. Je voulais quand même revenir un petit peu sur ce que ça dit Alain, qui me gêne quand même, c'est qu'effectivement, on est sur un système d'enchères et de spéculation. Et moi, ça me choque que dans le sport, on arrive à nouveau à cette spéculation, donc qui pourrait très bien toucher le sport amateur. Parce que la spéculation, c'est bien hein, lorsqu'on est dans la bonne vague et qu'on achète au prix le plus bas et que ça monte. Mais lorsqu'on est dans le mauvais côté, qu'on peut avoir des ventes à découvert, on a tout qui s'effondre. Hein. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur les NFT, ben, c'est comme dans la vie réelle, c'est les soldes. Hein. Donc, les marchés ont beaucoup chuté. Et donc, on a des perdants. C'est l'occasion aussi de faire des opportunités. Donc, on a quand même une spéculation qui est forte, encore plus forte, hein, sur bah, des objets virtuels. Ce qui compte, c'est la rareté. Hein. Donc, ce qui fait la base de la spéculation, notamment sur tout ce qui est cartes, comme on avait les cartes de baseball, les cartes Panini, même les autographes d'athlètes, avec une spéculation qui peut aller à des niveaux très élevé, hein, une carte Sorare de Mbappé d'ailleurs qui est devenu investisseur hein, il y a juste une heure, donc il est rentré dans le pool investisseur, ça vaut 412 000 euros, hein, donc ça, on arrive complètement à des niveaux quand même assez extravagants, alors qu'on parle de salary cap pour limiter les salaires des joueurs, de dérive des comptes financiers, donc on est quand même sur un secteur. Ça me gêne un peu que le sport soit touché par cette nouvelle dérive. Hein. On avait déjà le dopage, la corruption, des paris truqués. Là, on a une spéculation supplémentaire qui peut mettre à mal certains particuliers. Hein. Dans le cas de Sorare, par exemple, on est sur un fantasy game. Kylian Mbappé, Griezmann, Ferdinand sont des investisseurs de Sorare. Ils ont peut-être des informations que les autres acteurs n'ont pas. Donc ça pose aussi des problèmes d'équité par rapport à ce type de jeu et d'éthique sportive, alors qu'on investit justement dans le sport. Donc par rapport au sport amateur, ça me dérange un petit peu finalement qu'on ait ce développement, sachant qu'il y a d'autres priorités, je pense, dans le sport amateur avant de se lancer dans les NFT. Alain veut réagir, je crois. Oui, 3 petits points. Un, c'est pas les NFT qui ont inventé la spéculation sur le prix des maillots de sport ou la spéculation sur les cartes Panini. Les cartes Panini signées de basket, aujourd'hui, aux États-Unis, ça se vend 2,5 millions. La carte Panini toute propre Golden de 1986 de Platini, signée par Platini, il y en a, ça se vend des millions. Donc la blockchain n'a pas inventé ça. C'est juste que je suis d'accord avec toi, elle le rend plus facile d'accès. Et typiquement, imaginez des mineurs de 17 ans ou de 16 ans avoir accédé à ce service en 2 clics. Moi, ça me fait mal au cœur. Second point, pour tous les acteurs du monde sportif ici, ne croyez pas les sirènes des prestataires qui vont vous voir en disant grâce au NFT, vous allez faire des millions facilement. C'est pas vrai. Ça a été vrai par effet d'opportunité, c'est fini, mais c'est déjà fini depuis 9 mois. 80% des projets NFT, y compris en particulier dans le sport, sont des échecs. Donc on n'a rien sans rien. On peut faire. Et voilà, le troisième point, les NFT, c'est génial pour faire de l'engagement avec son écosystème. Pour dire, je vais faire des programmes de fidélité. Si tu viens 3 fois au stade, je te donne une écharpe digitale, je te donne un objet dans une carte dans Sorare, je te donne quelque chose de digital parce qu'on est dans un monde digital. C'est génial. Mais par contre, c'est quoi? C'est pour vous, c'est un investissement. Vous allez payer de l'argent pour des prestataires pour faire des choses en espérant un revenu à long terme. Mais ne tombez pas dans le... À moins d'être une énorme marque, et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup autour de la table aujourd'hui, à moins d'être ou Adidas, ou PSG, ou L'Oréal, ou autre, on n'arrive plus à faire d'argent aujourd'hui sans se bouger dans le monde des NFT. Alors, j'ai peut-être une question un peu bizarre, mais en réfléchissant un petit peu au débat, je me disais, les joueurs de foot qui sont formés dans des centres de formation, et on pense à Sochaux, qui a toujours été un gros formateur de joueurs, ils sont revendus de club en club, et la question, est-ce que le club formateur touche? On en a parlé à l'époque avec Bondy et Mbappé. Bondy qui a peut-être touché un petit peu d'argent sur les différents contrats de Mbappé. Est-ce qu'on ne va pas arriver à NFTiser les joueurs même? Question peut-être pour Mathieu d'abord. Alors, on a réussi à titriser les joueurs avec ce qu'on appelait le TPO, le Third Party Ownership, donc la propriété de tierce partie. Effectivement, on pourrait titriser, hein, ça s'appelle d'ailleurs, ça a débouché sur la crise des subprimes. On pourrait très bien titriser sous forme de NFT les joueurs. Hein, ça, on en est capable avec l'innovation
l'innovation financière et si on a un manque de régulation, parce qu'aujourd'hui les TPO sont quand même beaucoup mieux encadrés pour éviter des dérives. Hein. Donc ça pourrait très bien arriver, sachant qu'effectivement que les clubs formateurs touchent un petit pourcentage sur la revente des joueurs. Hein. Donc là, on pourrait imaginer ce procédé complètement. Oui, bah, alors c'est pas un problème de blockchain ou de cryptoactifs, hein, c'est de marché réglementaire. Déjà en France, c'est super encadré. C'est super encadré, on ne fait pas ce qu'on veut avec c'est du salariat, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les primes. Par contre, sur les nouveaux joueurs et le suivi, c'est possible. La meilleure solution à mes yeux, c'est de faire signer des contrats, c'est de faire de la titrisation vers les instruments financiers. C'est ce qui a été fait au Brésil. Au Brésil, là où c'est beaucoup plus libre, on a vu des clubs créer des contrats, les mettre encapsulés dans des sociétés, vendre les parts des sociétés comme des actions, et cette société, elle touche de l'argent à chaque fois qu'il y a un transfert. Et cet argent est versé sous forme de dividendes, en théorie, aux détenteurs des actions. Et avec le principe de l'action que j'ai, elle va varier si le joueur que j'ai cartonne. Ce problème-là, moi je l'ai évoqué parce que je ne vous ai pas dit, j'ai travaillé pour des grandes fédés françaises. On a pensé à ça et là on s'est dit non mais en plus de la réglementation sur les contrats de travail ou le financement des jeunes, on va avoir les paris sportifs. Parce que qu'est-ce qui se passe si un jeune, quand je parie sur son développement, quelque part c'est un pari et donc je peux avoir un intérêt à ce qu'ils réussissent plus vite que d'autres ou moins bien que d'autres. Et donc, les fédérations vont dire ouais, c'est un peu dangereux pour moi. Les clubs vont avoir un petit peu peur et pas les moyens juridiques ou techniques pour faire. Mais n'empêche que l'idée, moi, je la trouve plutôt bonne. Et on voit des pays un peu... La jungle, c'est le Brésil. Hein, et on va voir arriver ça en Europe, probablement en Italie ou en Espagne, avant de voir ça en France, je pense, dans les années qui viennent. Mais ce n'est pas un sujet plus blockchain que ça, je pense. Bon, donc la blockchain n'est pas partout. On va peut-être essayer de parler d'un dernier sujet, puisqu'il nous reste 5 minutes. Alexandre en a un petit peu parlé tout à l'heure, en particulier dans les visites virtuelles de stade. Je voudrais qu'on parle un petit peu métaverse. Donc on pense assez facilement à musée virtuel. On pense à visite d'un stade et de différents espaces, mais je suppose qu'il y a d'autres usages possibles. Qu'est-ce que vous voyez dans les choses qui arrivent? Alors je commence peut-être par Alain qui est en prise avec le marché. Qu'est-ce que tu vois arriver? Alors métaverse, oubliez les casques de réalité virtuelle. Hein. Les projets métaverse, la VR, c'est un autre truc. Donc restez je suis devant mon écran, voir sur mon smartphone, je me promène dans un environnement 2D, 3D, ce qui va marcher fonctionnellement, donc plutôt 3D. Les métavers, ça ne va pas marcher avec tout le monde. 70% des gens ne vont pas être réceptifs. Par contre, et là, je vois beaucoup d'hommes jeunes, donc on a tous joué à la PlayStation, et quand on sait se déplacer dans un monde en 3D, on peut être réceptif au métavers. Et le métavers, c'est une manière de faire des sites web plus évolués. Et donc, moi, j'ai des fédérations sportives qui me disent « je n'ai pas de lieu physique pour exposer mes trophées ». Des organisateurs d'événements qui disent où je sais que je mets les médailles, comment je peux montrer les photos, les vidéos, le site web traditionnel, les gens ils veulent plus y aller et tout. On ferait ça dans une espèce de jeu vidéo, c'est chouette. Le métaverse n'est pas blockchainisé, c'est pas du Web 3. Qu'est-ce qu'il y a de Web 3 de crypto? La crypto arrive quand on commence à dire hey, dans ton métaverse, ton personnage peut s'habiller avec le maillot de ton club, mais par contre il va falloir que tu payes. Donc tu vas l'acheter ou tu vas le gagner. On va en faire un NFT, si tu n'en veux plus, tu le revends, tu le redonnes, tu le gagnes. Ah bah ta médaille, elle est NFTisée. Ah bah tu pourras te créer ta petite maison à côté du truc. Donc là, on commence à avoir des... Donc Facebook, Meta, c'est pas du NFT, c'est pas de la blockchain. Decentraland, Sandbox, Spatial, tout ça, ça commence à l'être. Oui, on a eu Second Life pour les plus anciens, avant que la blockchain arrive. Du métavers, voilà, sans NFT. Dans Second Life, il y a une marketplace et vous pouvez aller voir, on vend des trucs de lingerie féminine à 1 500 $ alors qu'il n'y a même pas 3% de femmes qui jouent. No comment, hein. Donc les métavers, c'est pas nouveau, mais ça va marcher parce que pour une catégorie de la population, notamment moi je suis un grand fervent des événements dans les métavers, c'est-à-dire c'est un club, va dire à ses fans, hey, il y en a 50 d'entre vous parce que vous venez souvent, vous avez fait des efforts, vous êtes bénévole, vous allez pouvoir rencontrer votre sportif préféré, mais comme vous pourrez peut-être pas venir ou Lionel Messi il n'a pas que ça à faire que d'aller vers vous, bon, on va le faire ça dans un environnement 3D, vous aurez sa tête, vous aurez sa voix, vous pourrez communiquer. Mais ça marche. Et pire que ça, moi j'encourage aujourd'hui les grandes fédés qui font des contrats sur les droits vidéo à imaginer le sport de demain. Tout à l'heure, je ne sais plus, monsieur Davas le disait, les jeunes ne regardent plus les trucs jusqu'au bout. Par contre, imaginez juste ça. L'univers 3D, le jeu vidéo 3D, un stade, on est dans le stade, on s'assoit, on choisit sa caméra, on regarde son match, on s'ennuie, on quitte la caméra et on va tirer au paintball virtuel, comme dans un jeu vidéo, sur le fan de l'équipe d'en face, qui bien entendu aura acheté un plus gros pistolet, hop, il aura payé, qui aura le maillot de son club, il aura payé, qui sera venu avec ses copains. Et là, on s'amusera peut-être plus dans le métaverse que dans le game.
Et moi, j'y crois à fond, même si techniquement, c'est un peu dur encore à faire. Mais ça expérimente à fond aux États-Unis. Hein. Alors, on arrive à la fin des débats. Je vais peut-être laisser un dernier mot à Mathieu avant qu'il nous quitte, je suppose. Un avis sur cette utilisation de cette technologie métaverse. Est-ce que il y a d'autres cas d'usage que vous avez imaginés et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, oui, comme l'a dit Alain, on dit les métaverses, il n'y en a pas qu'un seul, même si Facebook est avancé, s'appelle Meta. Faut savoir, parmi les acteurs, on a quand même déjà les GAFA qui sont présents, dont Facebook, les éditeurs de jeux. Et en particulier, là, par rapport au sport, je pense que on a un terrain idéal pour le e-sport. Hein, on en parle peu finalement, mais le e-sport est en plein décollage. Il fait partie, je trouve, également de ce Web 2, Web 3 hein, aujourd'hui. Il postule même en tant que sport olympique. Et on retrouve également toutes les marques sportives. Hein, donc, on a tous les acteurs, les ingrédients pour développer ce nouvel univers, et en particulier qui est pour moi déjà complémentaire au e-sport avec ces cases de réalité virtuelle qui pourraient très bien accompagner. Donc là, il y a véritablement un nouveau créneau supplémentaire, peut-être qu'il va prendre quelques années quand même supplémentaires au niveau technique, technologique pour que ce soit assez développé et avancé. Mais on trouve là un nouvel outil marketing qui ira encore plus loin que les cryptoactifs. En tout cas, merci pour ce lien avec le e-sport qu'on n'a pas traité cette année. Ça sera sûrement un sujet qui arrivera dans les prochaines éditions pour voir quel est le lien entre sport et e-sport. Et je vous remercie de votre présence pendant cette journée. Merci Mathieu. On va conclure ici. Je voulais quand même savoir, parce qu'on n'a pas été assez interactif à mon goût, s'il y a des gens qui avaient une ou deux questions dans la salle avant qu'on termine sur ces sujets Web3 et sport. Vous amenez le micro. Vous entendez. Merci. Moi, j'avais une petite question pour vraiment l'intérêt d'utiliser toute une blockchain pour faire des transferts de propriété comme ça. Parce que si on prend l'exemple des jeux vidéo, ça fait des années qu'on achète vous parliez de sucette sur Candy Crush, des objets, des éléments sur les jeux vidéo. Les applications, aujourd'hui, elles sont suffisamment développées technologiquement pour pouvoir prendre en charge des transactions, pouvoir prendre en charge une question de propriété, que ce soit au niveau même de la sécurité, on est capable de tenir. En quoi est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre en place une blockchain qui est une technologie quand même conséquente? Aujourd'hui, même pour l'utilisateur, c'est compliqué d'aller acheter ne serait-ce que des bitcoins, ouvrir un wallet et tout ça, ou de l'Ethereum, par exemple, pour Sorare. Pour moi, c'est un frein qui est très conséquent, alors que aujourd'hui, avec les technos qu'on connaît déjà aujourd'hui, on est capable de le prendre en charge très simplement. Alors déjà, tu ne mets pas en place une blockchain, hein. Elle est déjà là, la blockchain. Donc tu te connectes à elle. Ensuite, le wallet, tu vas le mettre dans le jeu vidéo, donc pour l'utilisateur, c'est transparent. La différence, c'est que demain, Candy Crush, la société s'arrête, tu as perdu tout l'argent que tu as mis dedans. Tous ceux qui ont déjà investi dans des jeux vidéo, du pay to win ou je sais pas quoi, savent ce que c'est quand on a mis 500 € pendant des mois, hein, et qu'on les perd à la fin ou qu'on arrête de jouer. On ne peut plus le donner, on ne peut plus le transférer. Il y a 20 ans déjà, dans World of Warcraft ou EverQuest, il y avait des gens des petits Chinois, littéralement, des jeunes qui toute la journée allaient tuer des sangliers virtuels, faire des pots, des machins, le soir revendre ça à des quinquagénaires ou des quadragénaires français qui rentraient du travail, qui n'avaient pas envie de passer des heures à faire du farming de pots de sanglier, mais qui voulaient avoir une nouvelle armure en cuir. Comment ils faisaient la transaction? Et encore aujourd'hui, on se met d'accord sur des sites web, on se met d'accord sur le Bon Coin, on fait un paiement PayPal, on espère que le gars il vienne bien au rendez-vous dans le jeu vidéo, qu'il nous donne bien ce qu'on a venu. Il y a au moins 10 endroits où on a pu se faire avoir. Dans la blockchain, il y a un contrat, c'est un smart contract qui est marqué. Tu me délivres le truc, je te donne l'argent, c'est immédiat, c'est instantané. Donc c'est du plus pour l'utilisateur. Les jeux vidéo traditionnels, les éditeurs traditionnels vont rester sur leur modèle captif. Ils se font de l'argent, c'est eux qui choisissent le prix des biens. Tu ne peux pas faire d'échange. Tu joues dans World of Warcraft, tu ne peux pas sortir ton objet, le voir comme tu veux. Pire que ça, ou mieux que ça, imagine demain, tu as World of Warcraft, tu sors ton épée magique et tu vas le mettre dans un autre jeu parce que tu as deux studios qui ont dit nous on est compatibles. La blockchain, c'est une couche d'interopérabilité. Donc la blockchain, il y a des éditeurs traditionnels qui ne vont pas s'adapter, qui vont rester sur leur modèle, et tant mieux pour eux. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Et juste pour info, en 2021, 30% il y a 400 millions de $ qui ont été injectés dans des studios de développement crypto Web3. Donc on va voir arriver plein de jeux.
Et c'est Epic Software, là, la plateforme en ligne, qui vient de sortir la semaine dernière un premier jeu dit AAA crypto. Donc c'est des nouveaux modèles, on verra si ça marche ou pas. Mais pour l'utilisateur, c'est je suis propriétaire, je veux le donner, je le donne, je veux le vendre, je le vends. On n'est pas captif du truc dans le jeu. Et c'est pas dur à faire techniquement, c'est même très simple, parce que la blockchain est déjà là. Ok, On va merci. peut-être s'arrêter là si on veut respecter le planning. Merci beaucoup Alain. Juste... Alain reste avec nous encore 1 heure ou 2 avant de prendre son train. S'il y en a qui ont des projets dans leur club ou qui réfléchissent blockchain, je crois qu'il est à votre disposition. Il va aller prendre un verre d'eau juste Là-bas. au-dessus. N'hésitez pas à en profiter parce que il a mis en place beaucoup de projets et je pense qu'il a plein de choses à nous apprendre et à vous apprendre si vous êtes intéressé. Merci Cyril, merci Mathieu, merci tout le monde. Merci, Marion. merci.